Bonjour à tous. Merci à la Coordination bretonne des soins palliatifs de nous avoir sollicités. Je vous présente Virginie, bénévole d'accompagnement depuis 2019, au domicile, mais aussi en EHPAD et à l'hôpital. Ensemble, nous sommes heureuses de participer à cette journée d'automne et de réfléchir avec vous à la thématique choisie. Être là et Jalmalve, difficile à prononcer, mais qui tient tout son message quand on l'énonce, jusqu'à la mort accompagner la vie, sont deux exemples d'associations de bénévolat d'accompagnement, toutes deux présentes sur la région Bretagne. Il en existe d'autres sur le territoire breton et national. Nos associations sont légiférées et depuis les années 80, elles évoluent avec la société et le développement des soins palliatifs. Dans les années 2000, le bénévolat d'accompagnement au domicile s'est déployé. Aujourd'hui, nous sommes des bénévoles formés à l'accompagnement en soins palliatifs, toujours en supervision et ayant la possibilité de continuer à nous former. Nous sommes à cette place de non-professionnels de la santé et parties prenantes, pleinement associés à la structuration de la filière des soins palliatifs. Notre présence au domicile et ailleurs se fait dans un cadre précis et conventionné dont l'ARS, l'Agence régionale de la santé, est informée. Vous allez écouter le témoignage de Virginie. Entendez et interrogez-vous sur la question « Qui aide qui ?» dans cet accompagnement en soins palliatifs au domicile. Nous conclurons ensemble sur quelques observations soulevées par cette situation de façon à alimenter notre réflexion. Bonjour à tous. En fait, j'ai préparé deux textes. Il y en a un qui est rédigé, en fait, j'ai qu'à le lire. Et puis, il y en a un autre avec des mots-clés. Je me suis entraînée en famille et en fait, quand j'ai lu mon texte, je les ai ennuyés. Et donc, je me suis dit que si j'avais ennuyé 2 personnes, j'allais pas risquer d'en ennuyer 700. Alors, je vais tenter sans rien. La version mots-clés. Donc, juste indulgent, s'il vous plaît. Alors, comment ça a commencé? Donc, c'est l'histoire de William. Alors, vous allez le voir, c'est un vrai cas. Comment ça commence? En fait, c'est l'unité mobile des soins palliatifs qui contacte notre association. Ensuite, notre association va voir William et lui explique en fait qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi on est là, et jusqu'à ce qu'il accepte. Et ensuite, je le contacte par téléphone et je me rends à son domicile. Dès notre première visite, je me suis rendu compte que c'était une personne qui était vraiment isolée. Il avait perdu sa femme, et lui aussi a été aidant et accompagnant de sa femme pendant 5 ans. Et maintenant, il se retrouve avec 4 enfants qui habitent très loin, et sa fille la plus proche habite à 2 heures de route. Et cette femme est aussi maman de 4 enfants, dont 2 en bas âge, et tient un restaurant. Donc, ce qui va expliquer pourquoi sa fille ne veut pas se rendre souvent à son domicile. Ensuite, donc c'est un accompagnement qui a duré 1 an et demi, ce qui est particulièrement long. Au bout de 6 mois, donc j'y allais 1 fois par semaine, 1 heure. Au bout de 6 mois est intervenue ma binôme. Donc finalement, nous étions 3. Et ça a déjà été ici un peu compliqué de laisser de la place à une 3e personne. Comme un lien s'était créé entre nous, et puis maintenant il fallait faire équipe à 3. Au bout d'un moment, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à lui parler. Il a vu que j'étais un petit peu tracassée et j'ai commencé à lui parler d'une opération qui était à venir et de pourquoi on allait devoir un petit peu modifier nos visites. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il a commencé à s'inquiéter pour moi. Et il en a fait part à mon binôme. Et là, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, c'est lui qui m'a aidée et à quel moment je dois reprendre moi ma place de c'est moi qui écoute et c'est moi qui aide. Et le groupe de parole qu'on a 1 fois par mois m'a aussi aidée à me repositionner. Aussi, 1 fois par hasard, en faisant une permanence à l'hôpital, j'ai rencontré l'équipe mobile de soins palliatifs et j'ai pu leur parler un petit peu de William parce que son état était en train de se dégrader et William, en fait, il se plaignait jamais et il demandait jamais de l'aide. Donc ça leur a permis en fait d'être alertés et de repasser à son domicile pour adapter un suivi. Un jour, en fait, ça se passait comme ça. À chaque fois que j'y allais, j'avais pas besoin de le prévenir ou de prévoir parce qu'il me disait toujours « de toute façon, je peux pas bouger, donc tu me trouveras toujours chez moi ». Donc je passais à l'improviste et je suis tombée sur sa fille.
Et c'était notre première rencontre et je ne savais pas vraiment quelle était ma place en fait dans cette relation. Donc j'étais gênée, donc j'allais vite repartir et en fait elle m'a invitée à rester. Et finalement on a commencé à échanger toutes les deux, et tous les trois parce qu'il était là. Et on a échangé nos numéros et on a commencé à pouvoir discuter ensemble. Et puis l'inquiétude a commencé vers la période de Noël où on s'est rendu compte qu'il chutait et que sa montre qui permettait d'alerter, en fait n'alertait personne. Donc il y a une fois où sa fille n'arrivant pas à le joindre, elle nous a demandé si l'une de nous deux pouvait nous rendre à son domicile. Ce qu'on a fait, en fait il dormait et il avait juste enlevé ses écouteurs, donc il n'entendait pas son téléphone. Il y a aussi un cas qui a été marquant, c'est que dans Être là, le nom de notre association, on est là pour être, pour écouter. Et pour une fois, on est juste un tout petit peu sorti du cadre. En fait, ça faisait un moment qu'il nous évoquait un dernier souhait, c'était d'aller manger au restaurant. Donc au début, on lui a proposé de peut-être emmener le repas à domicile, mais il insistait. Donc on a demandé l'accord à sa famille, à l'unité mobile de soins palliatifs et à notre association de pouvoir le faire, et ça nous a été accordé. Donc on a pu exaucer ce dernier souhait qui lui tenait à cœur, c'était d'aller manger au restaurant où il allait tous les jours avec sa femme. Tous les jeudis, pardon, pas tous les jours. Et ça a été un moment très fort, je pense, pour tous les trois, et on a pu prendre des photos et les envoyer à toute la famille. Son état a continué à se dégrader. Et ça va être un peu difficile ce moment-là. J'ai pas eu le temps d'y aller cette semaine. Et puis le samedi est arrivé et j'ai dit à mon mari, j'ai envie d'y aller quand même. Tant pis, je vais prendre sur mon temps de congé et je vais y aller. Et c'était un samedi matin et en fait, il était en grande forme. Et c'est vrai qu'avec le temps, on oublie en fait qu'il est en soins palliatifs. Ça faisait 1 an et demi. Et donc, il était en grande forme et ça a été une super visite. Et je suis rentrée en me disant, finalement, je suis contente d'y être allée. Et ben, j'ai bien fait parce que ce soir-là, il est décédé. Après, il y a eu ses obsèques. Et on ne savait pas trop si on pouvait y aller. Et en fait, c'est sa fille qui nous a invités. Et c'est vrai que finalement, accompagner, c'est jusqu'au bout, en fait, être présent jusque-là. Et ça a été très fort parce que sa fille, pendant son discours, nous a mentionné. Et c'est là où on s'est dit, mais finalement, on a notre place dans cet accompagnement. Et le moment encore plus fort, c'est qu'après, j'ai voulu prendre sa fille dans mes bras. Et finalement, c'est elle qui m'a prise dans les bras. Et c'est dans ses bras que je me suis effondrée. Donc, qui aide qui ? Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Nous avons croisé nos regards sur l'histoire de William. Nos différents points de vue ou façons de l'étudier nous permettent de prendre de la hauteur. Dans cette configuration précise du domicile, autour de William, plusieurs personnes sont présentes et en interdépendance complémentaire. William, personne accompagnée, est au cœur de ce système impliquant des professionnels de la santé, sa famille et des bénévoles. Qui aide qui ? Cet accompagnement conventionné entre l'unité mobile de soins palliatifs et l'association de bénévoles a permis à William de rencontrer Virginie. William a accepté la proposition et a pu bénéficier de la présence de Virginie, puis de son binôme à son domicile. Sujet, William a choisi, a accueilli, a partagé avec des bénévoles d'accompagnement pendant 1 an et demi. Une relation s'est construite et même des relations se sont construites. Chaque relation entretenue est ajustée parce que respectueuse de préserver la confiance des liens. Qui aide qui ? La communication joue un rôle important dans le bénévolat d'accompagnement. Avec le bénéficiaire, en discrétion, en altérité, en non-jugement, le bénévole respecte la vie privée de la personne sans se substituer aux professionnels. Au-delà de la communication centrée sur la personne accompagnée, il y a la communication interne entre bénévoles et ou lors des groupes de parole obligatoires et animés par un psychologue. Groupe où partage et échange permettent de prendre conscience de la juste proximité, d'exprimer ses émotions, ses doutes, ses questionnements, d'alerter, d'éviter des glissements, de dire ce qui va bien aussi.
Il y a également la communication externe avec les professionnels et la famille, et ce particulièrement au domicile, afin de garantir la juste place de chacun, l'évaluation de la situation évolutive de la personne accompagnée et celle de son entourage. Dans cette vigilance à l'autre, à soi, au partenaire, à la famille, qui aide qui ? Le bénévole est cet interlocuteur respectueux de son rôle, pouvant interpeller l'unité mobile de soins palliatifs, pouvant être interpellé par la famille pour rassurer, offrir une écoute soutenante, faire le lien. Communication et interdépendance complémentaires pour garantir au mieux la qualité de vie de la personne accompagnée, mais aussi pour assurer de bonnes conditions d'accompagnement global. Se sentir au mieux avec son rôle. Entre toutes les personnes concernées dans l'histoire de William, nous percevons leur synergie au fil de la vie, au fil du temps qui reste à vivre. Une synergie d'accompagnement basée sur l'entraide, la complémentarité, la remise en question, la confiance, tout en préservant la qualité de vie de William. La créativité, la fantaisie s'invitent parfois dans nos accompagnements fondés sur l'être et non le faire. Moyennant l'accord de toutes les parties en présence dans ce partenariat, l'évidence est là et nous dérogeons alors à la règle. Règle confirmée par l'exception. Chacun a conscience de la place de l'autre, de son rôle, et nos complémentarités s'articulent. Cette réciprocité respectueuse est gagnante pour chacun et avant tout pour la personne accompagnée. Nous sommes bénévoles d'accompagnement, échantillons de notre société. Par notre présence régulière, nous participons à rendre possible les soins palliatifs au domicile et ailleurs. Par nos actions en communication dans la cité, nous développons l'acculturation des soins palliatifs. Qui aide qui ? Question qu'il est bon de se poser à plusieurs moments et différemment tout au long de nos accompagnements. Les réponses sont à géométrie variable et peuvent être multiples, partagées, conjointes. L'essentiel est de continuer à améliorer nos accompagnements, de rester bien en lien et d'exister. Témoigner de cette solidarité humaine est pour nous un plaisir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Maëva Blanchard, je suis aide-soignante dans l'unité de soins palliatifs du CHU de Rennes depuis pratiquement 2 ans. Bonjour à tous, moi je m'appelle Charles-Édouard, je suis infirmier aussi à l'unité de soins palliatifs de la Tauvray à Rennes depuis bientôt 3 ans et demi. Quand la thématique du congrès est sortie, nous avons voulu réfléchir au rôle d'aidant que nous sommes parfois amenés à prendre aux côtés des patients et des familles. Nous avons choisi de partager avec vous l'histoire d'un accompagnement particulier, celui d'une cohabitation entre une patiente, sa famille et une équipe soignante. Madame O est âgée de 44 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants de 13 à 20 ans. Elle est bien entourée car très proche de sa fratrie, de ses parents qui vivent en EHPAD à Lorient et de sa belle famille. Mi-septembre 2024, elle est diagnostiquée d'un cancer digestif d'emblée métastatique au niveau ganglionnaire. Une chimiothérapie est débutée immédiatement malgré la certitude des médecins que la guérison sera impossible. On parle alors d'une chimiothérapie palliative pour tenter de contenir l'évolution de la maladie et ses symptômes. Madame est hospitalisée en service de gastro-entérologie début octobre devant une altération de son état général. L'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs est sollicitée par l'équipe de gastro-entérologie pour des conseils thérapeutiques. Face aux inquiétudes des médecins, ils en profitent pour rencontrer Madame et Monsieur O à 2 reprises, en leur expliquant la démarche palliative.
Le couple espère pouvoir passer ce mauvais cap et rentrer et retrouver une vie plus normale. Madame O est finalement transférée à l'unité de soins palliatifs début novembre. Le motif d'entrée, des symptômes digestifs réfractaires malgré les traitements pharmaceutiques et la pose d'une sonde nasogastrique, mais aussi l'anxiété importante que présente la patiente. L'équipe de gastro-entérologie décrit également des tensions avec la famille, notamment le mari, constamment présent et dans un certain contrôle de l'accompagnement de son épouse. Nous accompagnons Madame O durant un peu plus de 3 mois jusqu'à son décès dans l'unité. Cette rencontre a été un emménagement progressif. Lorsque le profil de la patiente est présenté à l'équipe, nous sommes tous plutôt inquiets et pessimistes sur son pronostic. Nous nous projetons sur un accompagnement plutôt rapide avec un décès à court terme. Nous souhaitons donc soutenir au mieux cette jeune femme et sa famille, notamment son époux et leurs enfants, dans leur cheminement sur les jours ou au milieu des semaines à venir. À ce moment-là, le statut palliatif n'est pas vraiment intégré par cette famille. Ils envisagent que nous puissions maîtriser les symptômes avant la poursuite de la chimiothérapie. Comme à chaque accueil, nous présentons le service et ses possibilités. Les visites sont possibles de jour comme de nuit, sans limite de temps ou de nombre. Il est possible d'aménager la chambre pour que quelqu'un reste à dormir. La cuisine, des familles étant libre accès pour se faire à manger ou réchauffer des plats. Nous les invitons d'ailleurs à sortir de la chambre, notamment pour profiter des espaces communs et du parc. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, quelques petites photos, comment est organisé le service. Et vous pouvez voir aussi la vidéo sur YouTube qui présente un peu plus en détail comment fonctionne le service. Très rapidement, un fonctionnement familial s'impose à nous. Nous comprenons que pour avoir accès à madame, nous devons coopérer avant tout avec monsieur. Par exemple, il est de toutes les discussions avec les médecins et demande des entretiens médicaux en dehors de la présence de son épouse. Il est présent pour toute intervention des infirmiers ou des aides-soignantes et assiste le plus souvent aux entretiens avec les soins de support. C'est lui seul qui accompagne madame pour les soins d'hygiène quasiment jusqu'au décès. Monsieur multiplie les allers-retours au domicile pour gérer l'intendance quotidienne avec les enfants. Au fur et à mesure, il rapporte des éléments de leur foyer, une télé plus grande, des casseroles, des étagères, des chaussons. Progressivement, nous observons un envahissement de la chambre, ainsi que la salle de bain attenante. La famille occupe en continu la salle à manger, sauf la nuit. Madame O semble être le pilier de cette famille. Déjà avant sa maladie, elle rassemble autour d'elle cette grande famille malgré leurs différends. Puisqu'elle n'est plus à la maison, c'est la maison qui vient littéralement à elle. La dynamique familiale se concentre autour des repas qui rassemblent de grandes tables, notamment au déjeuner. Madame reprend progressivement une alimentation féroce, mangeant un petit déjeuner en grande quantité, des plateaux adaptés à ses besoins. Monsieur investit la cuisine des familles, passant parfois plusieurs heures au fourneau, en parfumant l'unité comme chaque jour d'odeur épicée, ou bien de la raclette. De jour comme de nuit, il y a toujours au moins un membre de la famille présent, souvent plusieurs. La chambre et les espaces communs sont aménagés pour les accueillir, comme la salle snozélienne ou le salon d'entretien. Un partenariat se met en place avec l'EHPAD pour que les parents de madame puissent venir déjeuner régulièrement dans le service avec elle. Madame bénéficie de plusieurs permissions à domicile et d'une grande permission pour passer Noël dans le Morbihan, avec le soutien d'HAD de Lorraine. Le mode de vie familial intègre l'unité de soins palliatifs. Les choses se font petit à petit, mais nous devons nous rendre compte à l'évidence, un aménagement a eu lieu. Nous ne pouvons que constater certains bénéfices de cette cohabitation. Madame supporte mal la solitude. Elle déclenche des angoisses importantes qui nécessitent le recours au traitement pharmaceutique. Sa famille agit comme le meilleur des anxiolytiques, sans effet secondaire. Le quotidien s'invite et permet de soutenir à la fois la parentalité et des liens familiaux globalement. Notons aussi certaines limites. L'envahissement des espaces communs limite parfois l'accès à certaines zones du service aux autres usagers et aux professionnels. Par ailleurs, la famille tolère mal d'être privée de ces lieux, même temporairement. Une longue hospitalisation engendre toujours des habitudes auxquelles il devient difficile de déroger. Certaines choses deviennent, pour ainsi dire, acquises. Par exemple, madame est massée chaque soir au coucher. Un soir, la charge de travail ne le permet pas, et cela génère un mécontentement face au rebond anxieux de la patiente qui en découle. Quand nous accueillons madame O, nous sommes admiratifs d'un fonctionnement familial qui semble parfait. Amour, soutien, résilience. Le temps passe, nous prenons conscience que cette famille, comme toutes les autres, a ses propres problématiques et ses tensions.
dans lesquels nous nous retrouvons peut-être trop impliqués. Les espaces communs permettent aussi de faire connaissance. En 3 mois, les liens se nouent entre plusieurs familles d'autres patients. Monsieur O est témoin du chagrin de ceux qui perdent un membre de leur famille. D'un point de vue très pratique, l'encombrement d'une pièce empêche un entretien des locaux optimal. Après 3 mois, la remise en ordre de la chambre a demandé un travail considérable. Jusqu'en janvier, la relative stabilité clinique permet de nombreux projets hors du... Je recommence. Jusqu'en janvier, la relative stabilité clinique permet de nombreux projets hors et dans les murs du service, comme aller voir les matchs de handball ou les compétitions de patinage artistique des enfants, faire des séances de relaxation entre sœurs, préparer un repas gourmand adapté à la texture de la patiente, ou bien des permissions de plusieurs jours. Malheureusement, l'altération clinique attend dû bien plus tôt finir par arriver. Les informations circulent bien dans les familles qui comprennent et partagent nos inquiétudes sur la survenue d'un décès à très court terme. Tous sont d'autant plus présents et il devient difficile de s'approcher de la patiente. Chaque soin se fait sous le regard d'une petite foule incapable de quitter la chambre. Au moment du décès, la famille reste auprès du corps. Certains restent d'ailleurs dormir quelques heures en chambre cette nuit-là. Vient le moment de ranger et retirer les affaires de la chambre. Cela nécessitant de nombreux allers-retours, un déménagement semblant ne jamais prendre fin. Tout est mêlé. Certains objets sont emportés par mégarde, d'autres par choix. Monsieur souhaite garder la lampe de chevet mise à disposition dans le service, celle de ma femme, nous disait-il. Les premières semaines qui suivent le décès, monsieur revient tous les jours. Il rapporte des objets surprenants comme des câbles de BCA, un matelas, du matériel ergo. Et bien sûr de la nourriture pour tous. Il cite certains jours et horaires pour s'assurer de pouvoir échanger avec tout le monde. D'abord chaque jour, puis plusieurs fois par semaine, et encore aujourd'hui plusieurs fois par mois. Monsieur et ses enfants viennent régulièrement de manière imprévisible, sans prendre toujours en considération notre charge de travail. Ce qu'on peut en dire. Ce récit tâche de mettre en lumière la richesse et la complexité d'un accompagnement qui, par sa durée et son intensité, a fait de l'unité un espace de vie pour cette famille. Le cadre souple de l'unité de soins palliatifs, habituellement pensé pour favoriser la continuité du lien familial, peut dans certaines situations se transformer en une forme de cohabitation où les frontières entre espace et soins, entre espace de soins et espace privé deviennent poreuses. À travers notre témoignage, on comprend bien que cette famille a pu investir les lieux et les relations parfois jusqu'à les saturer. Ce mouvement d'envahissement physique, affectif, symbolique est sans doute le reflet d'un besoin vital de persévérer un sentiment de maîtrise et de cohésion face à la mort annoncée de malade. Du point de vue psychique, on peut peut-être supposer une tentative de maintenir le lien à tout prix, d'empêcher la séparation de s'imposer trop tôt. Pour l'équipe, on voit que cette proximité prolongée a pu favoriser une qualité de présence et une compréhension fine des besoins de la patiente. On perçoit bien qu'elle a aussi exposé les soignants à une forme de confusion des places, être à la fois témoin, acteur et parfois presque même de cette famille, une sorte de contre-transfert dans les résonances liées à l'âge, à la parentalité et l'identification. Montre bien comment l'implication émotionnelle si précieuse dans la relation de soins peut devenir éprouvante lorsqu'elle n'est pas suffisamment élaborée collectivement. La persistance des visites après le décès illustre la difficulté de cette famille à clore ce moment si intensément vécu, mais aussi peut-être celle de l'équipe à marquer une limite claire en tant la relation a pris une valeur symbolique forte pour chacun. Les retours répétés de monsieur pourraient-ils être compris comme des tentatives de maintenir vivement ce lien avec un lieu et des personnes devenues un peu un temps partie intégrante de l'histoire familiale. En tout cas, ce témoignage rappelle combien il est essentiel que l'équipe puisse disposer d'espaces d'élaboration réguliers, ainsi que de supervision, d'analyse de pratique et de temps de parole, pour penser ces situations où le soin déborde, non pas pour les éviter, mais pour leur donner un sens, reconnaître ce qu'elles mobilisent chez nous, ce qu'elles laissent comme trace et comment elles transforment notre manière d'accompagner les familles suivantes.